C'est toujours la lecture de La domination policière de Mathieu Rigouste. Nous sommes au chapitre 6, le renforcement du socio-apartheid. Expansion des mégalopoles et nouvel enfermement. Dans les quartiers populaires, les prisons, les camps, les campements et dans les territoires colonisés par l'État français, le socio-apartheid est attaqué par celles et ceux qu'il est censé soumettre et bannir. Des formes d'auto-organisation et d'autodéfense, des résistances collectives, des ripostes et des contre-attaques s'y confrontent aux violences d'État. La nouvelle phase d'expansion de l'impérialisme implique un renforcement féroce de cet apartheid et fournit de nouveaux champs d'expansion à l'industrie de la coercition. L'expansion de la ville impériale. La transformation de la domination policière est directement liée à l'expansion des métropoles impériales et à la nécessité de soumettre les territoires et les classes qui pourraient freiner ce processus. Comme nous l'avons vu depuis le début des années 80, une mécanique est mise en œuvre méthodologiquement. Désigner un quartier comme sensible ou prioritaire permet d'y déployer des unités de police spécialisées pour systématiser l'agression de ses habitants. Cette stigmatisation permet de développer l'industrie de la coercition et d'engager de vastes programmes de destruction et de restructuration sécuritaire, ainsi que la fabrication de nouveaux quartiers dans les espaces dégagés. Tous ces chantiers fournissent de grands marchés aux géants du bâtiment et aux industriels de l'urbanisme. Ce processus dépossède les classes populaires pour permettre l'extension de la très grande ville capitaliste et de ses dépendances néo-petites bourgeoises. Il tente de repousser les plus pauvres dans les périphéries plus lointaines et dans des ségrégations plus profondes. La politique de la ville connaît un tournant majeur et change d'échelle avec la loi Borloo du 1er août 2003. Présenté comme le plus grand chantier du siècle, 10 fois le tunnel sous la Manche, ce programme national de rénovation urbaine, le PNRU, engage l'investissement de 40 milliards d'euros pour réaménager plus de 500 quartiers classés en zone urbaine sensible, les US. Il favorise les démolitions de logements sociaux, les reconstructions en accession à la propriété, les réhabilitations avec augmentation des loyers et des charges, l'installation de commerces destinés à la petite bourgeoisie salariée, ainsi que la création de nouvelles voies de circulation et d'aménagement sécuritaire de l'espace urbain. Créée en 2004, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, l'ANRU, est chargée de programmer l'ouverture de ces marchés en finançant une partie des chantiers avec de l'argent public. La plupart des projets impliquent davantage de destruction de logements sociaux que de reconstruction, et les relogements sont fermés aux squatteurs ou à celles et ceux qui ne peuvent plus payer leur loyer. Malgré les prétentions affichées, la rénovation urbaine repousse et disperse au loin les plus pauvres. Elle met en scène un banlieue chaud, spectacle de la destruction massive d'immeubles dans les cités de France. L'objectif affiché de mixité sociale fournit l'appareillage idéologique pour sélectionner et répartir des populations sur des critères socio-ethniques. Favorisant en particulier l'installation de classes privilégiées, blanches et ou néo-petites bourgeoises, à la place des damnés de la ville refoulés plus loin, comme l'explique Monis H. Abdallah, la mixité sociale, entre guillemets, a aussi pour fonction de faire adopter aux résidents pauvres les normes d'une mode de vie des classes moyennes. On est bien là dans un processus de dépersonnalisation des cultures populaires, ajoute-t-il. Sans surprise, les projets de démolition accentuent souvent les aspects néocoloniaux et racialisés des politiques urbaines, constate le géographe canadien Stephen Kipfer. La conquête et la domination, la restructuration et la destruction de quartiers populaires est devenue une priorité gouvernementale après les révoltes de 2005. Cette restructuration marchande et policière passe notamment par un investissement important dans les nouvelles technologies de contrôle social. Les théories de l'espace défendable et de la prévention situationnelle
sont censés transformer les quartiers populaires pour faciliter leur contrôle et empêcher les appropriations populaires de l'espace. Investir dans une restructuration permet en principe de prévoir, de prévenir et de gérer les passages à la révolte. Percer les grandes barres et tracer les rues facilite les interventions rapides de la police avec de gros effectifs sur les voies qui pourront aussi bien, en cas d'intervention répressive, être fermées aux véhicules civils. La transformation sécuritaire des cités est à la fois un marché et un projet politique. Les évolutions de la domination policière qui en découlent s'inscrivent dans le processus de militarisation des villes décrit par Stephen Graham, à un niveau global. Reconfigurer ou harasser violemment l'espace urbain dans le but de faire face aux supposées menaces, de dégager de nouveaux espaces répondant aux exigences de l'Organisation des métropoles mondiales et de la production néolibérale, ou de créer une tabula rasa urbaine capable d'engendrer d'énormes bulles de profit liées à la spéculation immobilière. Le nouvel urbanisme sécuritaire conjugue la domination policière et la dépossession des classes populaires. Il s'agit d'en finir avec les labyrinthes et les raccourcis, les dalles, les coursives et les accès au toit qui permettent d'attaquer la police, d'entreposer des munitions. Mais l'objectif est aussi de mettre fin à tous les espaces réappropriés par les habitants et qui permettent une vie sociale relativement libre et autonomisée. Barbecue, fêtes improvisées, etc. De faire disparaître tous les lieux qui permettent à des communautés opprimées de se croiser et de se reconnaître, de s'auto-organiser et de s'entraider. À cette reconfiguration urbanistique et architecturale complétée par tout un système de surveillance par caméra et de fichage électronique s'ajoute l'encadrement social par les réseaux où la prévention fait bon ménage avec la délation. Médiateurs, policiers en retraite, indicateurs rémunérés, gardiens d'immeubles, etc. L'ensemble de ces dispositifs obéit à une même visée, la séparation, l'atomisation des communautés opprimées et la dissolution des résistances. Au même titre que la contre-insurrection coloniale, cette ingénierie sociale est vendue comme technique de pacification, mais elle consiste en fait à étendre les conditions de production et d'encadrement de désordre gérables et donc nourrir les marchés de la sécurisation. La violence policière constitue, de ce point de vue, le moteur à propulsion de cette nouvelle phase impérialiste fondée sur la domination et la dépossession des territoires populaires à l'intérieur de la métropole. Les grands projets de ville, GPV, Grand Paris, Grand Lyon, Grand Toulouse, Grand Marseille, Grand Bordeaux, Lille, Lille Métropole, Nantes Métropole, Montpellier Métropole, etc. émergent de façon similaire. Ils se forgent et s'appuient sur un renforcement de la domination policière face à des résistances collectives en recomposition permanente. L'apparition de nouvelles stations de métro flambant neuves qui accompagnent les expulsions et les hausses de loyers constitue un symbole du déplacement de population opéré, plutôt que du désenclavement proclamé par la restructuration urbaine. À Gennevilliers, une nouvelle station de métro est ouverte près du Luth en juin 2008, en même temps que se poursuivent les destructions de bâtiments, les hausses de loyers, l'éviction des habitants jugés indésirables et toute la restructuration sécuritaire du quartier amorcée dans les années 90. Malgré la lutte menée par différentes associations et collectifs, la RATP a refusé de nommer cette station 17 octobre 1961, en référence aux Algériens tués ce jour-là par la police. Dont un nombre important habitait Gennevilliers. Elle a finalement répondu que ce nom était trop long avant d'opter pour Asnières, Gennevilliers, Les Courtilles, métro de Paris. Ce qui est encore plus long. Un mois après son ouverture dans la nuit du 13 au 14 juillet, les vitres de la station de métro sont brisées au cours d'affrontements avec des renforts policiers déployés à la suite du caillassage du poste de police municipal
d'Asnières-sur-Seine. Ça doit être d'Asnières-sur-Seine. Le Luth a fait partie des premiers quartiers ciblés par la nouvelle phase de restructuration urbaine entamée en banlieue parisienne au début des années 90. Il était intégré au plan d'harmonisation sociale et urbaine, concocté sous l'égide de Charles Pasqua en 92, dit Pacte 92. Dès 1995, 3 millions de francs ont été débloqués pour financer le percement de la barre Lénine. Éric Raoult, ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, a trouvé encore près de 12 millions de francs pour faire détruire la barre Gérard Philippe, un immeuble de 300 logements qui jouxtait l'emplacement de l'actuelle station de métro Les Courtilles. C'est ici que la politique de la ville a le plus de chances d'aboutir rapidement, déclarait alors Jacques Brunès, le maire PCF de Gennevilliers. Le 16 juin 1996, Charles Pasqua et Jacques Brunès annonçaient la mise en place commune d'un grand projet d'urbanisme GPU pour le Luth. Centré sur la destruction de la barre Gérard Philippe, l'architecte et idéologue sécuritaire Roland Castro était sélectionné pour mener le chantier. Son cabinet devient, dans les années qui suivent, l'un des principaux responsables des chantiers de remodelage des quartiers populaires pour l'expansion du Grand Paris. Je roule mon os sur la question des banlieues, expliquait Roland Castro. Comme le reconnaissait Éric Raoult, cette alliance entre le département RPR et la municipalité PCF a démontré que la politique de la ville dépasse de beaucoup les clivages politiques. Les modalités de déplacement des locataires de la barre à détruire et les chantiers ont d'ailleurs été décidés à l'unanimité. Le Gérard, comme on l'appelait, est détruit en juin 2001 et durant l'été. Le Jean-Jacques, barre Jean-Jacques Rousseau, où je suis né, est divisé en deux et percé d'une rue facilitant la pénétration des véhicules de police. Un autre quartier populaire de la ville est ciblé au début des années 2000. On décide de détruire 6 bâtiments de la cité 3F, dite Cité Rouge, en 2004. Pour restructurer les deux quartiers, la mairie de Gennevilliers signe une convention avec l'Agence nationale de la rénovation urbaine de 205 millions d'euros, dont 63 millions financés par l'ANRU. Dès février 2005, des habitants s'organisent et manifestent contre le projet qui vise à les déplacer. Nous vivons une époque de pénurie de logements sociaux et il nous semble indécent d'en démolir alors qu'il faudra en construire beaucoup plus, explique un habitant. Faire cette opération d'aménagement urbain, ce n'est pas seulement casser du béton, c'est aussi, dans le cas présent, déloger, c'est-à-dire mettre fin pour chacun à une histoire, déstabiliser sa vie quotidienne et sociale, sans pour autant, à coup sûr, l'améliorer. On ne peut accepter d'enterrer dans la joie ce qui a été pendant 30 ans le lieu de vie de 317 familles. En novembre 2005, à la suite des révoltes, la ville dépose un dossier de candidature au PNRU et obtient de détruire les 317 logements. Les mobilisations collectives pour le logement prennent toutes sortes de formes depuis le début des années 2000. Contre la restructuration néolibérale et sécuritaire, contre l'expulsion de logements ou l'augmentation du prix des loyers et des charges, contre les discriminations dans les attributions de logements. L'augmentation de la précarité et le renforcement de la pression policière fragilisent ces luttes et contribuent ainsi à paralyser les résistances à l'expansion de la ville impériale. Le renforcement de la ségrégation policière. La ségrégation policière se renforce au tournant des années 2000 pour accompagner le mouvement d'expansion des grandes villes. Restons à Gennevilliers. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2010, en réponse à une vague de contrôle d'identité et à l'arrestation brutale d'un habitant, une réponse s'organise. Une pelleteuse est incendiée sur un chantier symbolique de la rénovation urbaine au Luth. Au dire des policiers, une trentaine de jeunes auraient alors surgi pour attaquer l'unité de police. 2 policiers prennent la fuite et abandonnent leur véhicule, et leurs collègues finalement blessés par les projectiles lancés contre la voiture. Hortefeux se déplace et annonce un renforcement de l'arsenal répressif. Pendant plusieurs mois, la police harcèle le quartier d'une manière inhabituelle.
cherchant plus que jamais la provocation. Déjà bouleversé par la restructuration urbaine, par la dispersion de nombreux réseaux familiaux d'entraide et de solidarité, par la destruction de la tour des lots communaux, le percement des rues et l'installation d'une antenne de justice, le quartier est à nouveau la cible du renforcement policier dans le cadre du Grand Paris de sécurité. Du Grand Paris de la sécurité. En janvier 2011, une brigade de sécurisation territoriale BST est installée à Gennevilliers. Moins d'une semaine plus tard, le 4 février, elle tente de mener des contrôles d'identité dans le quartier du Lutte. La BST appelle en renfort une brigade canine et une compagnie de sécurisation et d'intervention. La police et les grands médias expliquent que des pierres et des cocktails Molotov ont été lancés sans raison sur les policiers, qui auraient ensuite répondu par 33 tirs de flashball et une dizaine de grenades à gaz toxiques. La préfecture de police applique une punition collective en déviant 7 lignes de bus. Mais des vidéos amateurs prises par les habitants du haut de leurs fenêtres ou depuis la rue montrent que les forces de l'ordre ont procédé au contrôle brutal d'une dizaine de personnes au milieu du quartier, sous les fenêtres des habitants, qu'ils ont lancé 2 chiens policiers, museliers retirés sur des jeunes adossés contre un mur, et qu'un policier a frappé de 2 coups de poing un jeune menotté dans le dos. La police arrête les 3 jeunes brutalisés et porte plainte contre eux. Dans les semaines qui suivent, la BST est régulièrement accueillie par des caillassages. L'emploi des chiens dans le contrôle policier pour menacer, effrayer, capturer, mettre à terre ou mordre relève d'un processus de déshumanisation. À Tours, le 5 août 2008, vers 5h30, dans le quartier Plumereau, 3 jeunes qui sortent de discothèque se sont enfuis à la vue de la police. Ils ont été attrapés à l'aide d'un chien policier dont la muselière avait été ôtée. Il a mordu au cou un des jeunes à quelques millimètres d'un vaisseau vital. N'ayant aucune charge contre lui, si ce n'est sa peur de la police, il a été relâché après sa sortie de l'hôpital. À Grenoble, après les révoltés de la Villeneuve, des unités cynophiles ont été installées pour soumettre les révoltés en particulier et les habitants en général. À Gennevilliers, les policiers accusés de violences illégitimes se sont défendus en déclarant qu'il s'agissait de morsures d'initiative, terme dont l'existence signifie implicitement que cette pratique est normalisée et instituée dans la police des cités. Le 31 décembre 2011, pendant la soirée du Réveillon, dans le quartier de la Gautière, à Clermont-Ferrand, un véhicule de police patrouille selon des témoins qui ont assisté à la scène depuis leur fenêtre. Un policier arrête Wissam El Yamni. Par surprise, d'autres voitures de police arrivent quelques minutes plus tard. Wissam El Yamni est frappé et gazé alors qu'il est menotté. Les policiers s'amusent ensuite à approcher des chiens de Wissam menottés pour l'humilier. Les violences continuent sans doute pendant le transport, puis dans le commissariat où, selon 3 autres témoins, Wissam subit des actes de torture dans un couloir. Il tombe dans le coma et décède. Les policiers attribueront les traces de coups à des fractures à l'impact laissé par les chiens lors de l'arrestation. Ce récit semble suffire pour justifier institutionnellement la mise à mort de Wissam. Malgré les demandes répétées de la famille, les juges refuseront d'entendre les témoins clés en déléguant les auditions à l'IGPN, laquelle affirmera que les personnes en question auraient refusé de témoigner. Selon la version policière devenue la version officielle, Wissam serait tombé tout seul dans le coma, dans le couloir du commissariat, sans personne autour de lui, son pantalon au niveau des chevilles et sans ceinture. Les jours qui suivent sa mort, le quartier est quadrillé par la police. Des révoltes s'organisent et font face à de nombreuses arrestations qui déboucheront sur des peines d'emprisonnement. Pendant ce temps, la police et les médias criminalisent Wissam El Yamni en suggérant qu'il était sous l'emprise d'alcool et de cocaïne. Les expertises toxicologiques indépendantes réalisées plusieurs années après par la famille démontreront qu'il n'était positif à aucune drogue au moment de l'interpellation. Un comité Justice et Vérité pour Wissam se met en place, organise des manifestations, produit de la contre-information, crée une caisse de solidarité et se met en lien avec d'autres comités pour élargir la dénonciation et mettre en cause le système des violences policières. Un militant de longue date venu rencontrer le comité pour Wissam explique à cette occasion: les médias travaillent avec la police, c'est une méthode. Ils prennent la version de la police pour que tout le monde pense à un truc. Ils ont tué un voyou. Ils ont tué un caïd. Même un chien a plus de valeur que nous dans les quartiers aujourd'hui.
Si on ne s'organise pas nous-mêmes, c'est des affaires qui restent aux oubliettes. À l'approche de l'élection présidentielle de 2012, le quartier du Luth à Gennevilliers est choisi comme vitrine politique et médiatique. Alors que depuis sa construction, des confrontations liées à la mort d'un habitant ont régulièrement eu lieu sans jamais préoccuper outre mesure ni les pouvoirs publics ni les médias, l'un de ces drames est saisi et instrumentalisé en collaboration par la police, la mairie, la préfecture et la presse dominante. Le 12 mars 2011, Samy, 15 ans, habitant des Courtilles à Asnières, est blessé à l'arme blanche au cours d'une bagarre. Il décède à l'hôpital. Dans les jours qui suivent, d'autres affrontements ont lieu entre adolescents d'Asnières et de Gennevilliers. La situation ressemble beaucoup à d'autres auparavant et ailleurs. Mais cette fois-ci, une stratégie de renforcement sécuritaire est à l'œuvre. Il s'agit de protéger le fonctionnement de la nouvelle station de métro située exactement entre les Courtilles et le Luth, et est régulièrement ciblée par les révoltes des habitants des deux cités. Le préfet des Hauts-de-Seine, le procureur de la République de Nanterre et les deux maires de Gennevilliers, du PCF et d'Asnières, du PS, s'accordent pour décréter un couvre-feu pour les mineurs dans les deux villes dès le 19 mars. Une centaine de policiers supplémentaires est envoyée, un hélicoptère survole le quartier et une série d'interpellations est effectuée. Matérialisé par le quadrillage et l'enfermement du Luth et des Courtilles, par l'encerclement de la station de métro qui sépare les deux quartiers, par des dizaines de cars de CRS et des bacs à la recherche de proies, le couvre-feu ne s'applique pas qu'aux mineurs. Et fonctionne bien avant la tombée de la nuit. Un système d'occupation et d'intimidation permanente paralyse toute forme de circulation et de vie sociale. La menace d'être raflé ou provoqué au détour d'une rue par un chasseur de la police renforce l'impression collective de subir une forme de domination s'approchant de plus en plus de l'occupation militaire et coloniale. Ce renforcement policier est à l'œuvre sur d'autres types de territoires soumis à des formes coloniales de pouvoir. En février-mars 2009, le mouvement de révolte contre le capitalisme et le colonialisme, mené par le LKP en Guadeloupe puis en Martinique, a fait face à un déferlement de violences policières. Durant plus d'un mois de grève générale, des révoltés ont envahi les rues, bloqué les aéroports et les routes, manifesté de jour comme de nuit et se sont affrontés à une répression féroce, des convois militaires ayant débarqué sur l'île pour l'occasion. En mai 2009, en Kanaki, des militants du syndicat indépendantiste Oustké organisent un rassemblement sur l'aérodrome de Magenta, en soutien aux employés d'Air Calédonie, luttant contre les licenciements abusifs. Comme à l'accoutumée, ils doivent faire face aux militaires de la gendarmerie mobile, appuyés cette fois-ci par le GIPN. Les manifestants se replient sur le tarmac pour fuir les gaz toxiques et les affrontements éclatent avec les forces de l'ordre. Certains se réfugient dans 2 avions en stationnement qu'ils occupent pour protester contre la répression. Des barricades sont construites pour exiger la libération des personnes arrêtées. Les gendarmes et le GIGN interviennent avec des lanceurs de balles non perforantes et des gaz. Ils tirent jusque dans des maisons. Et en 2 jours, 30 gendarmes sont blessés, dont un officier partir de chevrotine. Plusieurs centaines de jeunes de la cité populaire de Montravel se joignent aux syndicalistes pour affronter la police. Fin septembre 2011 à Mayotte, une lutte collective s'organise contre la vie chère, le mépris et la profitation. Des grèves et des manifestations sont reconduites à chaque jour et font face à la répression de gendarmes réunionnais appelés en renfort aussi que des blindés déployés dans les rues. Au Pays Basque, les méthodes de la guerre sale, qui n'ont jamais complètement disparu, ont semblé refaire surface pour s'appliquer à une nouvelle génération d'opposants. On en retrouve les indices dans plusieurs opérations politico-policières. Disparition du militant John Anza, rafle des 27 et 29 juin 2009, puis à la fin mars 2010, contre les militants de Segui, de la gauche Abertzale. Torture et menaces de torture à l'encontre de personnes interpellées au cours de ces rafles, interrogatoires violents, incarcération sous mandat antiterroriste pour empêcher toute défense, mise sous contrôle judiciaire pour briser la vie sociale.
L'expansion sécuritaire frappe encore d'autres strates des classes populaires comme les travailleurs et les travailleuses du sexe. La loi de sécurité intérieure 2003, en instaurant le délit de racolage passif, a renforcé le pouvoir policier à leur égard, en particulier contre les plus vulnérables d'entre elles. Maintenus de force dans la clandestinité par l'État, à Saint-Denis, en 2005, 6 policiers ont été reconnus coupables d'avoir organisé à plusieurs reprises des viols collectifs contre des prostituées durant l'année 2003 et d'avoir été couverts par leur commissaire. En décembre 2006, 4 policiers de Douai ont été jugés pour viol d'une prostituée qui a fait part des menaces émises contre elle par les fonctionnaires. En septembre 2007, 7 CRS accusés de viol en réunion sur des prostituées au cours des années 2002 et 2003 ont indiqué que leur hiérarchie couvrait les faits. 4 policiers de Lille ont été accusés d'avoir violé à plusieurs reprises en 2003 une femme qui se prostituait. À Nice, plusieurs policiers accusés d'avoir violé une femme prostituée en février 2010 ont été acquittés aux assises. Ils ont reçu un blâme pour relations sexuelles pendant les horaires de travail. La domination et la ségrégation des sans-papiers constituent un autre champ du renforcement policier à la fin des années 2000. Après la destruction du camp pour migrants de Sangaté en 2002, Calais est devenu un nouveau terrain du déploiement de la férocité policière. Les policiers détruisent sans cesse les cabanes de tôle et gaz les couvertures pour les rendre inutilisables. Ils contrôlent la jungle en élaborant un véritable système de terreur et de brutalité quotidienne. Des vidéos prises par les soutiens et diffusées sur internet montrent des policiers débarquant régulièrement en pleine nuit dans les campements, poussant la musique de leurs autoradios à fond et entonnant des chants racistes. Les policiers pourchassent les exilés jusqu'au bord de l'autoroute où ils sont de plus en plus nombreux à se tuer en traversant pour échapper à leurs poursuivants. La distribution policière de la férocité des classes dominantes continue aussi dans les quartiers populaires. Le 17 juin 2007, Lamine Dieng est interpellé par la police dans le 20e arrondissement de Paris. Menotté à l'intérieur du véhicule de police, il subit un plaquage ventral et meurt étouffé par le poids de 4 policiers. Tandis que des médias dominants relaient les protocoles policiers de criminalisation de la victime, la famille de Lamine Dieng porte plainte et entre en lutte. Le collectif Justice et Vérité pour Lamine Dieng se forme et prendra bientôt part à la construction du collectif Vie volée en 2010, réunissant plusieurs familles de personnes tuées par la police, ainsi que des proches, des soutiens et des militants. Ce collectif va jouer un rôle important dans la construction du mouvement contre les violences d'État dans les années qui suivent. La politique des frontières continue, dans le même temps, à industrialiser les formes de traque et de capture policière contre les immigrés et les non-blancs pauvres. Les pièges sont ainsi tendus aux personnes illégalisées, sommées de se rendre en préfecture pour les procédures administratives et arrêtées directement au bureau qui les a convoquées le 30 janvier 2007. La police utilise la distribution de repas organisés par les Restos du Cœur, place de la République à Paris, pour rafler 21 personnes. Mais les rafles, comme toutes les formes de violence policière, suscitent des oppositions et parfois des contre-attaques collectives. Le 13 septembre 2007, premier jour de Ramadan, les policiers en uniforme et en civil ont investi le quartier Barbès à l'heure de la rupture du jeûne. Au bout d'une heure, quelques slogans se sont élevés, puis des dizaines de personnes se sont rassemblées et ont réussi à faire fuir les policiers. Un scénario similaire a eu lieu le 19 septembre 2007 à 17h à Belleville. Les oppositions collectives au contrôle d'identité et aux rafles se développent aussi en dehors des quartiers populaires. Les refus d'embarquer dans les avions chargés de déporter des sans-papiers forcent la police et les administrations aéroportuaires à transformer les procédures de déportation. Les mutineries s'étendent aussi dans les centres de rétention. Depuis fin décembre 2007, les révoltes habituellement isolées et ponctuelles se réorganisent au centre de rétention de Vincennes. Aux grèves de la faim initiées au Ménil-Amelot, à Roissy, s'ajoutent les refus de regagner les geôles, les affrontements avec les policiers et les incendies de cellules. La révolte des prisonniers du centre de rétention de Vincennes se poursuit malgré le durcissement de la répression dans la nuit du 11 au 12 février 2008,
suite à des contestations contre une coupure arbitraire de la télévision. 50 CRS sont venus écraser les protestataires. Ils ont matraqué dans les escaliers, les couloirs et les chambres. Les retenus ont incendié les matelas. On a incendié des matelas. Le 20 février 2008, une grève de la faim recommençait. Dans la dernière semaine de février, la révolte se réorganisait au Mesnil-Amelot, où un nouveau camp était en construction. Le 21 juin 2008, après la mort d'un Tunisien au CRA de Vincennes, le feu prenait de tous les côtés et le camp partait en fumée. CRA, c'est Centre de rétention administrative. Précise. En août 2008, un incendie était allumé au centre de Mesnil-Amelot et le 19 janvier 2008 au centre de rétention de Bordeaux. À Toulouse, dans la nuit du 18 au 19 février, un incendie a été déclenché après qu'un retenu a tenté de s'ouvrir les veines pour échapper à son expulsion du lendemain. À Marseille, le 9 mars 2011, des sans-papiers ont mis le feu au centre du Canet. Le centre de Lyon-Saint-Exupéry a brûlé le 28 juillet 2011. Malgré l'intensification des rafles de l'internement et la ségrégation policière, l'industrie concentrationnaire et la déportation font face à des révoltes collectives de plus en plus organisées. De retour aux commandes de l'État en mai 2012, les fractions de gauche de la classe dirigeante assurent la continuation du renforcement policier et de la restructuration urbaine en renouvelant les protocoles de légitimation. La rhétorique droitière de la guerre à la criminalité est remplacée par celle de la lutte contre la ghettoisation. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, annonce la création d'un nouveau ciblage pour la rentrée 2012. 15 zones de sécurité prioritaires, ZSP, sont créées sur des territoires bien ciblés, caractérisés par une délinquance enracinée et de fortes atteintes à la population. Le nouveau ministre de l'Intérieur poursuit le programme de démolition des campements où vivent des personnes considérées comme roms, en accélérant l'expulsion en Europe de l'Est. Cette politique avait été amorcée par l'ancien gouvernement depuis le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy en 2010, début août 2012 à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. À Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, et à Paris, des campements de Roms sont ainsi détruits par la police et leurs habitants déplacés ou déportés, en Bulgarie ou en Roumanie, ce qui soulève, comme l'été précédent, un large mouvement de protestation dans les associations de Roms et les collectifs qui les soutiennent. Viser les points d'impact des colères. Depuis la fin 1990, les révoltes des habitants des quartiers populaires viennent troubler l'ordre public impérial au cœur des centres économiques et politiques. L'une des scènes fondatrices est le saccage de la place de la Nation à Paris en 1998. Dans le sillage d'un débordement des manifestations lycéennes par de jeunes révoltés venus des quartiers ségrégés. La colère de ces derniers, bannis de l'école et des revendications lycéennes, renverse toute la situation. Police, médias et cadres lycéens collaborent pour réprimer ces intrus dépeints en barbares et les renvoyer dans les oubliettes de la capitale et de l'histoire. La répression des luttes contre le contrat première embauche, le CPE, au printemps 2006, constitue une rupture fondatrice. Ainsi, alors que les étudiants en lutte se radicalisent et abandonnent les revendications essentiellement réformistes, qu'ils emploient des formes d'action directe et d'auto-organisation en rupture avec les contre-pouvoirs bureaucratisés, des jeunes des quartiers populaires rejoignent certaines manifestations. Ils y apportent leurs pratiques collectives de la rue, d'autres formes d'opposition radicale au système, l'intransigeance et la détermination des opprimés.
L'État perçoit immédiatement la menace radicale que porte le phénomène contre l'ordre social, économique et politique. En portant leur colère et leur culture de la révolte au cœur des mouvements étudiants et des grandes villes, les jeunes habitants des quartiers populaires ne font pas que remettre en cause le socio-apartheid. Ils fissurent les fictions dépolitisantes et influencent les strates supérieures des classes populaires et de la petite bourgeoisie en voie de précarisation. Le 12 mars 2006, le chef de l'État énonce clairement la mise en œuvre d'un programme de séparation. S'il y avait connexion entre les étudiants et les banlieues, tout serait possible, y compris une explosion généralisée et une fin de quinquennat épouvantable. La police politique se redéploie dans cette logique. Bruno Lafargue, le chef des renseignements généraux à Paris et dans la petite couronne, résume. Certains de mes collaborateurs avaient alerté alors de manifestations précédentes. Ils me disaient, il y a des jeunes de Montreuil qui n'arrêtent pas de téléphoner. Ça, c'est le procédé classique des guetteurs, des jeunes de cité. Pour nous, c'était le premier signe avant-coureur, que viennent compléter un certain nombre de témoignages que l'on recueille dans les quartiers sensibles qui nous disent que ça commence à bouger là-bas. Et puis l'élément déterminant, c'est que les premiers lycées professionnels rentrent dans la crise du CPE. C'est un élément important comme ça, car dans les lycées d'enseignement professionnel, on a un certain nombre de jeunes qui sont issus des quartiers sensibles. Pour renforcer le socio-apartheid, la police élargit des tactiques de tension et les méthodes de coercition au-delà des quartiers populaires. Là où se croisent les colères, les luttes et les résistances, les différentes strates des classes dominées. Depuis le mouvement contre le CPE, la mobilisation politique des lycées techniques et des lycées des quartiers populaires est surveillée et régulièrement ciblée par la police. Des expérimentations sont menées pendant plusieurs mois. Le 19 novembre 2009, devant le lycée Roosevelt de Reims, c'est le mien, des lycées se rassemblent contre la venue du Premier ministre François Fillon, qui vient de disserter d'égalité des chances. La police boucle le périmètre, coince les jeunes dans une rue pendant plusieurs heures, puis les charge. Plusieurs lycéens se retrouvent à l'hôpital, dont l'un est gravement blessé, tabassé à l'écart par les fonctionnaires. Il a les deux genoux fracturés. À Nantes, le 1er décembre 2009, une manifestation lycéenne se déplace d'établissement en établissement pour les faire débrayer. Elle est suivie par la police qui charge et bloque les lycéens dans une rue étroite où ils sont pourchassés, gazés, matraqués. Les policiers interpellent 10 lycéens qu'ils menottent à des arbres avant de les embarquer. À Lyon, le 16 décembre 2010, le lendemain à Poitiers et à Dijon, les mêmes tactiques de tension sont appliquées à d'autres mouvements de lycéens des quartiers populaires. La répression du mouvement contre la réforme des retraites, à l'automne 2010, révèle les points de rupture dans l'extension de la tactique et de la tension et le renforcement des séparations. Des unités anti-bandes et anti-émeutes sont combinées pour débloquer les lycées des quartiers populaires. Elles reproduisent une fois encore autour des écoles ce qu'elles sont habituées à faire dans les cités. Une combinaison d'engagement et d'interpellation. À Toulouse, Saint-Denis, Montreuil, Lyon, Saint-Nazaire, Grenoble ou Nanterre, elles quadrillent, encerclent, enferment, puis gaz, charge, traque, frappe, capture, emporte, enferme et humilie. À Nanterre, le 18 octobre 2010, au lycée Joliot-Curie, les CRS arrivent tôt pour mettre en place un barrage filtrant aux abords de l'établissement avant l'arrivée des lycéens. Les médias embarqués dans la police décrivent un dispositif visant à protéger les lycéens et à éviter les débordements. Mais dans la pratique, il s'agit bien d'une tactique de la tension expérimentée dans les quartiers qui est appliquée contre l'implication et l'influence des jeunes habitants des quartiers ségrégés dans les résistances collectives impliquant les couches supérieures des classes populaires. Une fois encore, loin de ramener l'ordre public, l'opération se heurte à une résistance collective et déterminée. Plusieurs centaines de jeunes venant de tous les lycées de Nanterre et des quartiers alentours se rassemblent autour des forces de l'ordre, empêchant l'accès au lycée Joliot-Curie.
Les Robocops se redéploient, prennent des jets de gomme, de canettes et quelques chassés. Coup de pied. Puis ils gazent et éclatent le cortège face à eux. Et là, ça part en vrille. Les élèves partent à l'affrontement. D'autres unités de CRS arrivent, ça gaze de partout pendant que les RG filment au-dessus, explique Brandon, un des étudiants non blancs venus les soutenir. Il se fait tabasser par la police puis arrêté avec 2 lycéens et un autre étudiant. Ils sont accusés de violences aggravées en réunion, d'outrage et rébellion pour avoir été présents ce jour-là. Dès le lundi suivant, un élève écope de 6 mois avec sursis et de 2 mois ferme. Un autre attend son procès pendant plusieurs mois à Bois d'Arcy. La scène se répète durant 4 jours. Les lycéens de toute la ville se rassemblent et affrontent des déploiements de policiers massifs. Gazage, matraquage et tirs de balles non perforantes. Tout le monde veut se venger, c'est la folie, ça crée des groupes mobiles de partout, raconte Brandon. Pour légitimer et faciliter la répression, ces journées sont classées en violence urbaine. Et la police s'acharne pour fabriquer des responsables à capturer. Les flics étudient les vidéos prises de chaque jour, identifient qui ils peuvent et qui ils veulent, puis ils raflent les gens chez eux, ajoute Marwan, lycéen exclu de son établissement pour avoir participé au débrayage. Fin novembre, le comité anti-répression organisé à l'université comptabilise 51 arrestations et une quinzaine de perquisitions avec fracas à Nanterre. Portes défoncées à l'aurore, parents bousculés, jeunes embarqués, déférés, certains incarcérés aussitôt. À Montreuil, le 14 octobre 2010, un dispositif similaire est déployé aux abords du lycée Jean Jaurès, un élève témoin raconte. Vers 8 h, il y a eu un blocus devant le lycée. Les CRS sont arrivés et on ne sait pas qui les a appelés. C'était calme, mais eux, ils avaient des flashballs. Au départ, ils nous observaient, puis quelqu'un a commencé à enlever les poubelles et un CRS lui a tiré dans la tête. Il est tombé par terre. 2 amis sont allés l'aider et un CRS leur a demandé de partir. Mais mes camarades ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas partir. Alors les CRS ont tiré partout. Moi, je me suis caché derrière une voiture et il y avait des fumigènes. Les gens couraient, ça partait vraiment dans tous les sens. Un lycéen touché au visage a subi multiples fractures, nez, sinus, pommette gauche, et un hématome derrière l'œil qui le prive de la vue. Comme dans l'immense majorité des cas de violences policières portés devant les tribunaux, des non-lieux, des disculpations ou des peines symboliques sont prononcées à l'encontre de tous les policiers mis en accusation lors de ces opérations. Le 21 octobre 2010, une vaste opération est menée en plein centre de Lyon, alors que la jeunesse des quartiers commence à rejoindre les manifestations et que le mouvement se radicalise. La place Bellecour est nassée par la police. Il s'agit de trier et séparer les bons manifestants à disperser et les casseurs et à arrêter. Comme le rapportent de nombreux témoignages, seuls les blancs de plus de 25 ans et passant bien sont autorisés à quitter cette forme de garde à vue géante à ciel ouvert. Ils gardent que les noirs, les arabes et les capuches, raconte un témoin. Pendant 6 heures, près de 300 personnes sont retenues sur la place, enfermées et régulièrement chargées et gazées. La police emploie des canons à eau, des grenades assourdissantes, elle tire aux lanceurs de balles non perforantes. Les manifestants encagés sont survolés par des hélicoptères infiltrés par des policiers en civil entourés par des baqueux à moto et des policiers d'élite du GIPN, cagoulés et armés de fusils à pompe. Ils sont pour la plupart contrôlés, fouillés, photographiés et fichés. Une centaine d'entre eux est embarquée. C'est la première mise en pratique de la technique de la nage géante à l'intersection du socio-apartheid et des luttes sociales. Le magazine Police Pro en résume l'objectif. Sur le MO, maintien de l'ordre, au tournant du XXIe siècle, la priorité change. Plus question de disperser des manifestants en laissant systématiquement une porte de sortie. L'interpellation devient une préoccupation majeure des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre se trouvent dans l'obligation de manœuvrer de façon furtive pour encager. Pour soutenir les arrêtés, des rassemblements sont organisés devant le tribunal de grande instance. Des équipes de soins de soutien juridique sont constituées. Des ateliers d'écriture sont mis en place pour rédiger des lettres aux prisonniers. Une caisse de solidarité créée en 2006 met de l'argent à disposition. Un travail de contre-information par tract, vidéo et reportage audio est aussi mis en œuvre.
L'État, dans sa logique de répression systématique de toutes les mobilisations politiques des damnés intérieures, est confronté à des résistances collectives qui attaquent de part et d'autre des frontières socio-racistes. Il transfère et transporte des techniques de domination entre ces différents fronts intérieurs. La circulation des techniques de choc. L'expérimentation et l'extension de nouvelles formes de violence policière s'opèrent par des allers-retours successifs entre les territoires endocoloniaux et tout ce qui menace la reproduction des rapports de domination dans la société impérialiste. Dès le début des années 90, des moyens répressifs employés dans les quartiers ségrégés ont été reconditionnés pour neutraliser des luttes sociales ingérables dans le monde du travail. Les opérations de maintien de l'ordre durent particulièrement à l'encontre des marins-pêcheurs à Rennes en 1994. Elles ont déclenché une réflexion de la Direction centrale de sécurité publique sur la nécessité d'employer de nouvelles méthodes. Le policier Felkey explique au sujet de ces événements précis. Les techniques de guérilla urbaine et de provocation utilisées dans certaines banlieues ont été transportées sur les sites de ces manifestations. L'agression délibérée de la recherche systématique et l'affrontement, l'agressivité envers les forces de l'ordre se sont répétées. Certaines armes, par destination, ont provoqué des blessures graves similaires à la traumatologie de guerre, selon le corps médical de Rennes. La police doit donc adopter ses moyens de former ces hommes. Dans les zones de cité urbaine, elle dispose de tout un panel de possibilités déjà étudiées. Leur emploi est tendu vers un seul but, la tranquillité publique. Des unités d'élite transfèrent leur répertoire de coercition, forgé pour soumettre des groupes armés, sur des travailleurs en lutte. En mai 2005, à Bègle, des grévistes de la Poste engagés dans des actions de blocage, occupation et ou séquestration de leurs dirigeants subissent l'assaut de forces spéciales encagoulées du GIGN. En septembre, les commandos militaires héliportés de la même unité prennent d'assaut le paquebot Pascal Paoli, réquisitionné par des grévistes de la SNCM. Après 2005, les forces spéciales de la police et de gendarmerie, RAID et GIPN, faites pour des opérations commando, sont employées de plus en plus fréquemment pour réprimer des révoltes dans les quartiers populaires ou dans des prisons, pour expulser des squats ou attaquer des manifestations indisciplinées. Depuis leur création en 2005, au lendemain des mutineries des prisons de Moulins et de Clairvaux, les équipes régionales d'intervention de sécurité, ERIS, ont été formées et employées sur le même modèle que le GIGN. Elles interviennent désormais aussi dans les centres éducatifs fermés, ces nouvelles prisons pour mineurs ultramodernes où les révoltes se multiplient. L'antiterrorisme a lui aussi été réagencé pour soumettre les luttes et les mouvements sociaux. Depuis 2005, l'État réemploie la figure de l'ennemi intérieur anarchiste à travers une nouvelle fiction médiatico-policière, la mouvance anarcho-autonome. Il s'agit pour lui de légitimer l'application de techniques de choc contre des mouvements de lutte radicaux. Cette mystification a permis d'appliquer des combinaisons de forces anti-émeutes, antiterroristes et anti-bandes sur de nouveaux secteurs de contrôle. Ces dispositifs interarmes combinant différents types d'unités spécialisées et généralistes ont été employés pour criminaliser et rafler, comme à Tarnac en 2008, pour soumettre des manifestants dans le cadre de contre-sommets, comme à Strasbourg, mis en état de siège en avril 2009, pour réprimer des squatteurs ou des manifestations indisciplinées contre les prisons à Poitiers en octobre 2009 ou à Paris en mars 2010. Depuis celui de Seattle en 1999, les sommets internationaux comme ceux de l'OTAN, du G8, du G20 font face à de nouvelles formes d'opposition et de contre-attaque menées par des mouvements anticapitalistes et révolutionnaires. Les polices du monde occidental y expérimentent de nouvelles méthodes de contrôle des foules susceptibles de contrer ces attaques en provoquant des situations médiatiquement payantes. À Strasbourg, à l'occasion du 21e sommet de l'OTAN en 2009, l'État français reprend officiellement sa place au sein du commandement intégré. Pour l'occasion, le ministère de l'Intérieur organise, selon ses mots, la plus grande opération de sécurité menée sur le territoire français. Estimée à 110 millions d'euros, dont 160 millions sont investis par la France,
Près de 9000 policiers et gendarmes français sont mobilisés aux côtés de 14 000 policiers allemands. Les 2 et 3 avril 2012, la police tente ainsi d'appliquer, contre une manifestation de militants anti-impérialistes, un dispositif de répression calqué sur le modèle anti-émeute conçu pour les quartiers populaires. J'ai observé la confrontation parmi les manifestants. J'en ai gardé sur la peau la marque d'un éclat de grenade mutilante, qui, après avoir déchiré le mollet d'un activiste devant moi, a traversé mon blouson et mon pull pour se loger dans mon avant-bras. Durant 2 jours de suite, la police bloque des cortèges d'activistes anti-OTAN au milieu de Neuhof. Au milieu du Neuhof, une cité particulièrement ségrégée en périphérie de la ville. La police ferme les routes et boucle le quartier pour y encager les manifestants. Elle tente de procéder à un contrôle d'identité général et retient le cortège et les habitants encerclés en déployant des gardes mobiles et des CRS. Lorsque la tension lui semble favorable, la police ordonne la dispersion. Gaz et charge les activistes et les habitants réunis au pied des bâtiments. Elle lance des grenades toxiques, des grenades mutilantes et tire au fusil intermédiaire sur quiconque reste dans le quartier. Chaque jour, des habitants et des manifestants se solidarisent face à la brutalité policière, tandis que des unités poursuivent les manifestants dans toute la zone bouclée. Tandis que des unités poursuivent les manifestants dans toute la zone bouclée, des habitants surveillent les mouvements de police, transportent des activistes en scooter, d'autres soutiennent des barricades improvisées, des familles ouvrent leurs portes pour abriter des militants anti-OTAN pour chasser, d'autres apportent de l'eau. Le premier jour, l'antenne du commissariat local est saccagée, et 2 roues confisquées aux habitants par la police sont récupérées et redistribuées. La police se lance ensuite dans une battue à travers la forêt pour traquer et capturer les activistes qui s'enfuient. Elle tire gaz et tabasse ceux qu'elle réussit à rattraper. Elle procède à 300 arrestations. La police module ses régimes de violence en fonction du statut, sacrifiable ou non, des corps qu'elle cherche à soumettre. C'est ce qu'explique en 2010 Hubert Weigel, directeur central des CRS. Ces nouvelles tactiques ont aussi été imaginées par rapport aux importants services d'ordre qui seront mis en place dans certains points du territoire français à l'occasion de manifestations telles que les réunions du G8 et G20 en 2011. Mais cette formation est surtout destinée à contrer les éruptions de violence urbaine comme celles par lesquelles nous sommes laissés surprendre, voire déborder à Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise, par exemple. Confie un officier de CRS. À travers le renforcement général de l'appareil policier, les formes de violence réservées aux quartiers populaires, aux misérables ou aux révolutionnaires sont réagencées et transférées vers d'autres secteurs de la société. La garde à vue, par exemple, est désormais employée régulièrement contre des mauvais conducteurs, et des militants et des manifestants en général. La distribution d'un certain nombre de violences secondaires est élargie comme serrer les menottes contre l'os, cogner la tête de la personne arrêtée contre le véhicule pour l'y faire entrer, attacher le gardé vu au pied d'un banc, plier durant plusieurs heures, lui faire subir des agressions symboliques, menaces, injures, brimades, le livrer à des tortures blanches, comme le refus de lui donner l'heure, lui interdire de parler, lui refuser l'accès aux toilettes, le priver de lumière ou au contraire braquer en permanence un projecteur dans la cellule, le harceler pour qu'il dénonce ou avoue qui ou quoi que ce soit, lui imposer des fouilles et mises à nu en cas de transfert au dépôt. L'usage de la rafle est lui aussi étendu à de nouveaux secteurs de la société. L'historien Emmanuel Blanchard repère ainsi un répertoire d'actions de la rafle, opérationnel dans les années 30, qui se perpétue dans les années 50, et se maintient encore au début du XXIe siècle. Il est caractérisé par un investissement massif de quartiers populaires par des agents en tenue, des contrôles d'identité sur les individus désignés par leur apparence et leur indésirabilité politique et sociale,
préalable à un enfermement sans décision judiciaire, voire à un éloignement selon des modalités administratives ou extralégales. Depuis la fin des années 2000, des formes de rafle sont appliquées à différentes luttes radicales. La loi sur les bandes de mars 2010 a favorisé ce processus. Le 28 mars 2010, une manifestation déposée en préfecture et autorisée à défiler aux abords de la prison de la Santé est ciblée pour son caractère anticarcéral. La centaine de personnes présentes est arrêtée dans son ensemble, sans avoir commis aucun acte délictueux sous prétexte qu'un participant était masqué. C'est la mise en application du concept de décèlement précoce, forgé par l'idéologie sécuritaire pour justifier la répression du suspect avant qu'il ne passe à l'acte. Une pratique qui ne cesse de monter en puissance dans les années suivantes. D'autres régimes de violence normalisés dans la police des quartiers populaires vont être réagencés lors de séquences répressives contre des mouvements sociaux et des groupes militants. Perquisitions avec fracas, rafles et incarcération expéditive, techniques de contention, emploi d'armes intermédiaires. À Tarnac, le 11 novembre 2008, la police débarque avec des équipages de journalistes embarqués pour mettre en scène la perquisition et l'arrestation de militants accusés publiquement de terrorisme. Une partie d'entre eux est incarcérée pendant plusieurs mois au prétexte qu'ils auraient tenté de faire ralentir un train et participer à des luttes collectives mettant en cause radicalement l'ordre social, économique et politique. À Toulouse, le 14 novembre 2012, des unités d'élite de la gendarmerie, unités de recherche et d'intervention, opèrent 7 perquisitions avec fracas dans des lieux d'habitation. Ils défoncent les portes, mettent en joue les habitants, leur appliquent des techniques d'immobilisation au sol, puis contrôlent les papiers d'identité et emportent sans explication une dizaine de personnes. Ils arrêtent aussi une famille privée de droit. Les personnes retenues sont accusées d'avoir jeté des excréments et d'avoir peint des slogans dans un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse, PJJ, à La Beige, au début de juillet 2011, selon les tracts laissés sur les lieux de l'action. Il s'agissait de dénoncer la participation de la PJJ à la répression policière des révoltes dans l'établissement pénitentiaire pour mineurs, le PM, de Lavore en mai 2011. Des ERIS, unités commando spécialisées pour soumettre les émeutes en prison, avaient alors été envoyés pour mater les adolescents incarcérés. L'action collective menée contre la PJJ est traitée par les services antiterroristes. Suite à la rafle de novembre, 4 personnes sont mises en détention préventive pendant près de 3 mois. À leur libération, les contrôles judiciaires sont ordonnés. Conjugués aux écoutes téléphoniques et aux surveillances politiques, ces dispositifs établissent un autre système de violence symbolique qui tente de paralyser la vie sociale. L'extension de ces dispositifs d'exception dans le pouvoir policier permet de cibler toute forme d'action directe collective. Pourtant, jusqu'au début des années 2010, les meurtres d'État et la brutalisation systématique restaient réservés au contrôle et à l'enfermement des habitants des quartiers populaires, des colonisés et des sans-papiers. Les techniques de mise à mort comme l'étranglement jusqu'à l'asphyxie, le pare-choquage ou l'emploi des armes à feu ont été maintenues dans la police du socio-apartheid. En revanche, les techniques de mutilation ont commencé à s'étendre dans la répression du mouvement et des luttes sociales, notamment avec l'usage de plus en plus massif des grenades mutilantes. Les révoltes des quartiers populaires et des manifestations indisciplinées connaissent depuis le milieu des années 2000 une augmentation des cas où les chairs du mollet, d'un bras ou d'une main ont été arrachées par les éclats de ces grenades. Le 29 janvier 2009, une grande manifestation intersyndicale regroupe 25 000 personnes à Saint-Nazaire. Les CRS tirent des grenades dans les pieds des manifestants. Pascal Vaillant se retrouve amputé de 2 orteils. Sa plainte, soutenue par le CODELIB, le comité anti-répression de la ville, est classée sans suite par le procureur de la République qui délivre ainsi un permis de mutiler aux forces de l'ordre en dehors des enclaves de ségrégation. Cette technique est employée au centre d'entraînement des forces de gendarmerie à Saint-Astier, où 16 gendarmes mobiles sont blessés le 16 février 2010 alors qu'ils jouent les manifestants dans le cadre d'un exercice violence urbaine. Un gradé leur envoyait une grenade de désencerclement dans les jambes au lieu de l'expédier dans la cage en béton prévue pour atténuer la déflagration. En juillet 2012, à Cheufresne,
une commune qui résiste à l'implantation de 170 km de pylônes électriques de très haute tension, une manifestation composée d'habitants et d'opposants radicaux à la construction de l'EPR et à la reproduction de la société nucléaire, se met en marche en direction d'un pylône électrique THT pour le saboter. THT pour très haute tension. En novembre 2011, à Falogne, une manifestation antinucléaire avait réussi à faire perdre complètement la maîtrise de la situation à la police. L'heure est à la vengeance d'État. La police gaze dès le début et de la marche de Chefresne et envoie des grenades mutilantes au milieu de la foule. Les tirs au lance-grenades ou à la main étaient sciemment dirigés vers les personnes arrivant au niveau du visage le plus souvent. Rappelons que les grenades sont mortelles lorsqu'elles sont lancées à tir tendu, pratique interdite par la loi, ce qui était le cas et qui devient une norme, raconte un membre du groupe médical présent sur place. La police continue à tirer sur les manifestants gravement blessés et ceux qui tentent de les soigner. À 41 ans, j'ai vécu ma première scène de guerre, tenant la main à un jeune homme de 20 ans sur une civière qui avait l'œil défoncé par une explosion d'une grenade, raconte un participant. Je me suis fait tirer dessus par un flic. J'ai 15 impacts de métal dans le corps et ils y resteront. La jambe, l'os du genou, le vagin, le sein, le bras. Le nerf de mon bras droit était sectionné. On a dû opérer. Dans un an, peut-être retrouverai-je ses capacités. J'écris pour qu'on ne puisse pas dire qu'on ne savait pas, rapporte une manifestante. Maîtriser l'enféroncement. L'enférencement du pouvoir policier est confronté de toutes parts à des formes d'autodéfense et de contre-attaque collective qui font parfois échouer les méthodes des policiers, parfois les blessent, parfois les humilient. L'État façonne les corps des policiers de choc comme des accumulateurs de violence qu'il excite avant de les envoyer écraser toutes les colères populaires. Ce processus renforce la radicalisation et l'autonomisation de ces unités de plus en plus mobilisées. Sur la chaîne de télévision Arte, une dizaine de jours avant le début du second procès des inculpés des révoltes de Villiers-le-Bel, une soirée entière est consacrée au mal-être policier. La parole est notamment donnée à une fraction de la police qui critique la politique consistant à limiter les tirs d'armes à feu et des techniques mortelles. L'émission aborde longuement la radicalisation d'un groupe de policiers tournant le dos au chef de l'État durant l'enterrement d'un des leurs, mort en service quelques semaines plus tôt. L'action est symbolique mais historique. Dans le même documentaire, un policier flouté admet que certains de ses collègues ont commencé à se faire justice eux-mêmes depuis les émeutes de 2005. Durant le mois précédent le procès pour tentative de meurtre, le comité Justice et Vérité pour Villiers-le-Bel organise une tournée de solidarité dans quelques grandes villes françaises. Il s'agit de porter la parole des habitants en contournant la médiatisation policière, puis de récolter de l'argent pour soutenir les inculpés. Cette initiative est automatiquement dénoncée par les fractions de policiers et de journalistes, dans Le Figaro et sur des sites d'extrême droite. On accuse l'État de tolérer des tueurs de flics. La section rouennaise du syndicat Unité SGP Police FO interpelle la hiérarchie préfectorale et la mairie de Rouen par voie de presse. Le comité a peint, elle clairement a cassé du flic. Ça n'est pas tolérable dans un état de droit. Vous avez écrit à monsieur le maire de Rouen et à madame le maire de Rouen et à monsieur le préfet pour les alerter. Il est clair que certains troubles à l'ordre peuvent exister avec la tenue de tels événements. C'est à eux de prendre leurs responsabilités. L'État est censé protéger les fonctionnaires de police. Le syndicat crée aussi un groupe Facebook où se déversent les injures et les menaces de représailles policières. Il menace même d'organiser une manifestation de policiers aux abords de la salle durant le concert de soutien. Le renforcement sécuritaire influe aussi sur le comportement des policiers municipaux. À Toulouse, en avril 2012, lors de l'activation du plan Vigipirate éclate dans le cadre de l'affaire Mohamed Merah,
Euh, mince, pardon. Lors de l'activation du plan Vigipirate Écarlate. Dans le cadre de l'affaire Mohamed Merah, les policiers municipaux sont dotés d'armes à feu. Ils entrent alors en rupture avec leur hiérarchie, refusent de rendre ces armes et manifestent pour les conserver. Le 21 avril 2012, à Noisy-le-Sec, un policier tire à plusieurs reprises sur Amin Bentounsi et le tue d'une balle dans le dos. La police et les médias dominants présentent la victime comme un multirécidiviste qui aurait menacé le policier. Alors que le policier est tout de même mis en examen pour homicide volontaire, un réseau de policiers s'active pour mettre en cause la procédure judiciaire et réclamer que la justice reconnaisse la légitime défense aux policiers tueurs. De son côté, Amal Bentounsi, la sœur d'Amin, décide d'entrer en lutte pour obtenir la vérité et la justice. Elle fondera le collectif Urgence Notre Police Assassine, UNPA, qui va réunir plusieurs familles de victimes de la police et participer au mouvement de lutte contre les violences de l'État. De violences d'État. Le mercredi 25 avril au soir, le réseau de policiers organise une manifestation spectaculaire à Bobigny et déplace plusieurs dizaines de voitures de police sur les Champs-Élysées. Ils réclament assurance d'une impunité totale pour les policiers. Nombre d'entre eux semblent désormais assumer sans complexe le fait de tuer pour maintenir le socio-apartheid. Le 26 avril 2012, des policiers du 93 commencent une grève du zèle. Le 2 mai, les policiers manifestent à Nanterre. Le 3 mai, 400 policiers manifestent en Aquitaine. Le 4 et 9 mai, les policiers défilent à Paris. D'autres actions ont lieu à Nice, mais aussi à Toulouse, Grasse, Nantes, Évry, Lyon. Dans toutes ces manifestations, les BAC et les unités de choc sont très impliqués. Ce mouvement permet à Nicolas Sarkozy de reprendre la proposition portée par Marine Le Pen d'une présomption de légitime défense. Une mission sur la protection juridique des forces de l'ordre est mise en place. Le 13 juillet 2012, elle écarte l'idée, mais formule 27 propositions pour protéger les policiers mis en cause. Le syndicat national des officiers de police, SNOP, salue ces conclusions en regrettant que les policiers ne soient toujours pas dotés du statut militaire qui autorise à tirer après sommation et qui ne contraint pas à devoir justifier d'une menace réelle ni à riposter de façon proportionnée. La contre-insurrection militaire et coloniale avait ouvert la voie à des putschs militaires par le transfert d'une partie du pouvoir politique à l'armée et à des unités commando. Ce processus s'est aussi appuyé sur des mécanismes de politisation dans la police. Le 13 mars 1958, quelques semaines avant le putsch militaire d'Alger qui déclenche le coup d'État de la fondation de la Ve République, des milliers de policiers parisiens avaient manifesté sans y être autorisés devant l'Assemblée nationale. En lien avec des réseaux politiques engagés pour conserver l'Algérie française en se débarrassant de la 4ème République, ils s'étaient rassemblés dans la cour de la préfecture de police afin d'investir le Palais Bourbon pour réclamer des primes de risque face aux attentats du FLN qui les visaient. L'historien Emmanuel Blanchard repère des stratégies d'instrumentalisation de la part de certains députés qui firent en sorte d'attiser cette insubordination policière. Il montre qu'elle fut l'une des étapes d'une transition de régime et d'un rééquilibrage institutionnel. Au-delà des revendications matérielles et des tactiques syndicales, ce mouvement policier est à l'époque encadré par les réseaux politiques à la tête de l'État. Le préfet de police est remplacé, les commandes de la police parisienne sont données à un expert de la contre-insurrection militaire et coloniale, partisan lui aussi d'une restructuration autoritaire de l'État pour conserver l'empire Maurice Papon. Au début des années 2010, l'expérimentation d'une contre-insurrection médiatico-sécuritaire suscite des formes d'autonomisation et de radicalisation similaires dans la police française. La mise en scène de ces insubordinations et ces revendications semble bien relever d'une mécanique par laquelle l'État sécuritaire tente de se renforcer en instrumentalisant l'enferrement des policiers. Le nouvel enfermement. Depuis le début des années 80, un autre phénomène lié au renforcement sécuritaire s'étend à travers les sociétés impérialistes. L'industrialisation
Et la privatisation de la prison se conjugue à l'accroissement de la productivité policière. Une partie de plus en plus importante des classes populaires est ainsi soumise à des procédures d'incarcération répétées qui alimentent un gigantesque marché de l'enfermement et de la surexploitation carcérale. Ce phénomène s'articule différemment aux États-Unis et en France. Le marché de l'enfermement s'est développé aux États-Unis depuis la création d'une première prison totalement privée en 1984. Malgré des réserves du Congrès américain, le secteur carcéral explose très vite. En 2006, le privé y maîtrise de 7 à 10% des emprisonnements. En proposant un coût moyen de 55 $ par prisonnier, l'industrie carcérale se gorge des finances publiques. Selon la logique de ce marché, la multiplication des emprisonnements devient extrêmement profitable. Dès les années 90, des magistrats commencent à être confondus pour corruption. Des patrons de prison payaient des juges pour les fournir en prisonniers. C'est ce qu'explique Frank Smith. Fondateur du Private Correction Institute, un observatoire de la prison privée. Il ajoute: les prisons privées sont l'extension du rêve capitaliste, exactement comme la machine de guerre. Les 2 tiers de l'industrie carcérale nord-américaine sont aujourd'hui dominés par 2 consortiums, les Corrections Corporation of America, CCA, et GeoGroup. Créé à Nashville en 1984, le CCCA gère 63 centres pénitentiaires. Il en détient 44, soit 85 000 places. Coté en bourse, le CCA dégage un bénéfice net de 155 millions de dollars au 31 décembre 2009. La prison est devenue un acteur économique gigantesque et le principal architecte du développement d'un régime de surexploitation de masse. En France, la privatisation des prisons est partielle, mais progresse sous la forme d'un partenariat public-privé, PPP. Le mouvement a été amorcé par la loi Chalandon, le 22 juin 1987. Face à l'accroissement d'un taux de surpopulation carcérale déjà structurel, le garde des Sceaux de Jacques Chirac décide de lancer un programme de construction de 13 000 nouvelles places. Le secteur public est décrit comme trop long et trop cher pour la construction de nouveaux lieux d'incarcération. Le processus de privatisation est renforcé en 2002 par la loi d'orientation et de programmation judiciaire qui prévoit un programme de modernisation du parc pénitentiaire de 1,4 milliard d'euros et autorise à privatiser tout ce qui ne relève pas des fonctions régaliennes de l'État, à savoir une partie de l'organisation, certains services, restauration, buanderie, nettoyage supérette, la maintenance des équipements et des bâtiments, la formation professionnelle des détenus et la gestion des ateliers de travail des prisonniers. Depuis 2009, il est possible de livrer au privé la conception et la réalisation des prisons, puis de leur assurer un revenu permanent lié au paiement d'un loyer, crédit bail par l'État sur une longue durée. Pour le gouvernement, il s'agit de passer d'une relation de défiance à une relation plus coopérative, où l'optimisation profite à chacun. Puisque tout gain fait l'objet d'un partage entre le prestataire et l'administration, augmentation du bénéfice pour l'un, réduction du loyer pour l'autre. Le premier contrat de ce type a été attribué le 1er décembre 2005 à Eiffage, l'un des principaux groupes européens de construction avec un chiffre d'affaires de 7,8 milliards d'euros. En 2008, la France comptait 38 établissements dits à gestion mixte privée et publique, sur une totalité de 194 établissements pénitentiaires. Les principales entreprises qui bénéficient de cette privatisation partielle sont les géants du bâtiment et de l'énergie qui profitent parallèlement de la rénovation urbaine. Ces consortiums alliés à de grandes banques prospèrent à la fois dans la restructuration des espaces populaires et dans l'industrialisation carcérale. Les filiales de Bouygues, leader mondial du bâtiment, grand profiteur des chantiers de destruction et de restructuration des cités et patron des premières chaînes de télévision, ont réalisé une demi-douzaine de prisons en France. Le patron de la première chaîne de télévision, pas des premières. En 2005, Bouygues signe un contrat de 140 millions d'euros pour les futures prisons de
Mont-de-Marsan, Bourg-en-Bresse et Rennes. En 2008, il obtient le contrat de construction des centres pénitentiaires de Nantes, Annelien et Réau, moyennant le versement d'un loyer sur 27 ans pour une valeur de 40 millions d'euros hors taxes. Derrière Bouygues se tiennent Vinci Construction, Eiffage, numéro 3 du BTP en France, puis GEPSA, une filiale de GDF Suez qui constitue l'un des principaux partenaires de l'administration pénitentiaire et intervient dans la gestion mixte de 15 prisons. Et enfin, SIGE, une filiale du groupe Sodexo, implantée dans 7 prisons du nord de la France. Et parmi les principaux fournisseurs de matériel de sécurisation des prisons, on trouve la firme Bolloré, multinationale propriétaire de grands médias et très investie dans le précaré france-africain. L'industrie carcérale est inséparable de l'industrie de la coercition. Les armes, et notamment les armements sublétaux et les équipements des policiers pénitentiaires, constituent un secteur très important sur le marché de la sécurité. Aux États-Unis, les polices carcérales privées et publiques achètent, entretiennent et emploient les mêmes types d'armes que les polices de rue et les unités d'élite. En France, la dotation en armement du personnel pénitentiaire se développe rapidement dans les prisons, comme les nouvelles unités hospitalières réservées aux détenus. Pistolet automatique, Six Hour, fusil à pompe Remington 870, police, matraque, Beretta M3P, Beretta M3P, grenades mutilantes, gaz toxique. Les Héris sont dotés des armes de guerre généralement fournies aux unités commando d'élite de l'antiterrorisme. La construction de prisons ne les désengorge pas. Elles se remplissent et dépassent à nouveau leur capacité théorique. Alors que le nombre de places est passé de 48 791 à 51 252 entre les 1er janvier 1996 et 1996-2006, la densité moyenne des établissements a augmenté, passant de 112,9 à 114%. Avec plus d'une centaine de suicides, entre guillemets, par an, la prison est aussi une machine à éliminer les pauvres. Ils s'y produisent au début des années 2010 en moyenne un suicide ou mort suspecte tous les 3 jours, soit 7 fois plus qu'en milieu libre. Et les quartiers disciplinaires tuaient 7 fois plus qu'en détention ordinaire. Les établissements pénitentiaires n'ont cessé de se multiplier et de se diversifier depuis la fin des années 90. Et l'institutionnalisation de la pseudo-théorie de la tolérance zéro, exportée par les bureaucraties policières et les industries, de la sécurisation nord-américaine, elle a permis de justifier le renforcement du socio-apartheid en articulant l'expansion des polices de choc et des capacités carcérales. Le nombre de centres de rétention pour étrangers a lui aussi augmenté continuellement, de même que les durées d'incarcération et la succession des révoltes et de leur pénalisation. L'enfermement des mineurs s'est développé rapidement, dans les centres éducatifs renforcés, puis des centres éducatifs fermés, et enfin des établissements pénitentiaires pour mineurs se sont multipliés sous les gouvernements successifs de droite comme de gauche. Ce secteur d'industrie de l'incarcération est particulièrement profitable. Le prix d'une journée d'internement d'un mineur au centre éducatif fermé étant facturé au double d'une incarcération normale. Différents nouveaux sous-secteurs du marché de l'enfermement sont apparus avec des établissements à sécurité renforcée, normale, adaptée et à sécurité allégée. Des centres pénitentiaires dits nouveaux concepts sont désormais basés sur des gestions de flux et de stock, entre guillemets, et complètement organisés par des capitaux privés sur le mode du néo-management. Parallèlement à ce processus d'expansion de la capacité pénitentiaire, une série de restructurations juridiques ont développé les moyens du pouvoir carcéral, en instaurant le délit de fraude habituelle.
Innovation répressive parmi d'autres due à la gauche du gouvernement. La loi de sécurité quotidienne, LSQ, avait déjà permis d'emprisonner des misérables pour défaut de titre de transport, en restreignant et en pénalisant la circulation des plus précaires. Ce dispositif renforçait à la fois le système de ségrégation et le système d'incarcération. Dès l'été 2003, des peines de prison ferme ont été prononcées pour occupation de halls d'immeubles. De même que la multiplication des comparutions immédiates a facilité les procédures d'incarcération, toutes ces innovations juridiques ont accru l'enfermement des classes populaires et plus précisément celui des non-blancs, pauvres. L'instauration des peines planchées a automatisé l'enfermement pour des délits parfois mineurs. La loi sur la récidive puis la loi sur la création des centres de rétention de sûreté ont constitué de nouvelles étapes vers l'application d'une perpétuité réelle. Depuis la suppression de la guillotine en 1991, différentes réformes du code pénal ont permis d'allonger les peines et de supprimer leurs aménagements aboutissant à des peines à vie, véritable substitut à la peine de mort. Conformément aux logiques proactives du capitalisme sécuritaire, la loi sur la rétention de sûreté organise la détection des récidivistes avant qu'ils ne récidivent en se donnant les moyens de garder quelqu'un sous contrôle sans durée déterminée. La pénalisation du séjour irrégulier a permis de mettre en prison des sans-papiers pour les punir d'être privés de papier, avant de les enfermer à nouveau dans ces prisons, et pour étrangers, puis de les expulser. Les peines planchées instaurées en 2007 auraient permis de majorer de 10 000 la masse des travailleurs incarcérés. Le prétendu laxisme de la justice invoqué par la police est une fiction. Sur 630 000 condamnations prononcées par les tribunaux en 2010, la moitié étaient des peines d'emprisonnement. Un vaste projet de construction de places de prison a été mis en œuvre en 2011. Il s'agissait quasiment de doubler la capacité concentrationnaire pour aller jusqu'à 80 000 internés en 2018. En mai 2011, l'industrie de l'incarcération connaissait un taux d'accroissement annuel de 7%. 51% des places de prison étaient alors gérées par des entreprises privées, 45 des 189 prisons françaises. Et 21 des 23 établissements qui devaient sortir de terre avant 2017 devaient être construits et gérés en PPP. L'industrie de l'enfermement a poursuivi son développement rapide au sein de ce qu'il faut désormais envisager comme un complexe industriel carcéral. Les intérêts de ce consortium de marchands de prisons et de fournisseurs de main-d'œuvre surexploitables convergent pour intensifier les tactiques et la tension policière et étendre la concentration et la surexploitation carcérale. En octobre 2011, Jamal Germaoui, franco-marocain de 23 ans, habitant de la cité du Luth à Gennevilliers, est tué par des surveillants pénitentiaires alors qu'il se trouve au mitard de la maison d'arrêt de Nanterre. La maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, MAHS, fait partie des premières prisons françaises à avoir délégué au privé une partie des véritables machines de domination incrustées dans la vie sociale des habitants de Gennevilliers et de la banlieue parisienne. Comme la plupart des familles pauvres et non blanches des quartiers populaires, la famille Germaoui était déjà étranglée par la police et la prison. Chaque fois que le comité Vérité et Justice pour Jamal a tenté de se mobiliser, il a fait face à des interdictions municipales ou à des déploiements policiers. Les résistances se réorganisent. 12 morts sont recensés durant la seule première moitié de l'année 2012. La mécanique se répète et s'accélère. Le 5 juin 2012, 15 ans après le début des révoltes de Damary-les-Lys, un habitant de la plaine du Lys, quartier populaire de la ville soumise à un lourd chantier de restructuration urbaine, Youssef Madi, 24 ans, meurt noyé en tentant d'échapper à un contrôle de police. 5 ans après la mort de Lakami et Mouchine à Villiers-le-Bel, 2 jeunes de la ville sont à nouveau percutés à scooter par une voiture de la BAC. Le 9 juin 2012, Rodrigue, 20 ans, tombe dans le coma. Le quartier est quadrillé par la police et le ministre de l'Intérieur se rend au commissariat de Villiers-le-Bel pour faire part de son soutien et sa confiance aux forces de l'ordre. Une nouvelle séquence politique s'est ouverte dans les luttes de l'immigration et des quartiers populaires à la suite des révoltes de novembre 2005.
Un espace politique diffus, en recomposition permanente, a permis à différentes générations d'opprimés et d'exploités, de militants et de résistants issus des territoires ségrégés, de croiser leur expérience et leur regard. Des mémoires, des convictions, des espoirs et des désillusions, des colères et des analyses, des tactiques et des stratégies se sont rencontrés au Forum social des quartiers populaires FSQP de Saint-Denis en 2007, à celui de Nanterre en 2008 puis à Saint-Denis encore en 2011, mais aussi dans les 4 rencontres nationales des luttes de l'immigration consécutives ou encore dans les commémorations du 17 octobre 1961. Des militants associatifs et politiques de longue date, issus notamment du mouvement des travailleurs arabes, MTA, de l'Association des travailleurs maghrébins de France, ATMF, et du mouvement de l'immigration des banlieues, MIB, et ont transmis des savoirs théoriques et pratiques aux nouvelles générations. Des réseaux comme Résistons Ensemble aux violences policières et sécuritaires et à toutes les victimes des états policiers ont permis de recueillir et diffuser de la contre-information, contribuant pendant des années à la formation d'une connaissance critique collective sur les violences d'État. De nouvelles organisations politiques comme le Parti des indigènes de la République ou la Brigade anti-négrophobie ont produit des analyses dénonçant la colonialité des violences policières. Parmi les comités Vérité et Justice, constitués à la suite de meurtres de policiers, nombreux se sont battus au cours de très longues procédures depuis le début des années 2000. Des comités anti-répression se sont organisés en France, aux États-Unis, au Canada ou en Grèce, avec en commun l'idée que l'ordre sécuritaire impose de se doter d'outils d'autodéfense face aux violences d'État. Certains de ces groupes proposent des formations juridiques, constituent des caisses de solidarité pour soutenir les personnes mises en examen, payer des avocats ou des mandats aux prisonniers et prisonnières. D'autres animent des médias indépendants ou contournent la presse dominante et portent la voix des opprimés et des réprimés. Certains groupes se sont organisés pour filmer la police, recueillir des vidéos pour les diffuser et dénoncer publiquement les policiers. On parle alors de cop-watching, surveillance de la police. La domination policière se restructure au début des années 2010 à l'intersection de plusieurs grands processus historiques. Le renforcement du socio-apartheid pour accompagner j'ai perdu les lignes. Pour accompagner l'extension de la ville néolibérale et sécuritaire. La transposition de formes de tensions policières contre tout ce qui gêne la reproduction de l'ordre politique, social et économique. La collaboration des industries de la coercition et de la rénovation urbaine et de l'enfermement. À travers la transmission des analyses et des pratiques issues des luttes des générations précédentes, à travers la diffusion de plus en plus large de nouveaux outils issus des mobilisations récentes, de nouvelles formes de résistance populaire sont en cours d'élaboration au début de la décennie. Elles vont participer à l'ouverture d'une nouvelle séquence importante dans la construction d'un mouvement de lutte face à la globalisation des violences policières. Des violences d'État, pardon. Et c'est la fin du chapitre. Le chapitre suivant, ce sera « Face à la globalisation sécuritaire ».